Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons, assez complexe sur le plan géopolitique. Oui, et assez sensible. Et sa thèse est audacieuse. Oui, elle affirme qu'historiquement, la frontière ne se trouve pas là où on la connaît, mais bien plus à l'ouest, sur le fleuve Moulouya. Notre but, il faut le préciser tout de suite, n'est pas de prendre parti. Non, absolument pas. On va analyser une narration. Comprendre comment un récit historique est construit, avec quelles sources et dans quel but. C'est ça. Alors commençons par le début. Cette plongée dans l'histoire. Eh bien, elle part d'un constat très actuel. Les réseaux sociaux, j'imagine? Exactement. Le débat sur les frontières y est très vif, avec souvent des cartes historiques qui sont brandies pour dire en gros que la France a volé des territoires au Maroc pour les donner à l'Algérie. D'accord, c'est donc une sorte de contre-discours. C'est exactement ça. Et pour contrer ça, l'argumentaire commence par le présent, par le droit. C'est-à-dire? Il met sur la table des traités, du concret. D'abord, le traité de l'Ala Magna en 1845, Oui. qui fixe la frontière nord. Puis des accords au début du XXe siècle pour le sud. Et surtout, la pièce maîtresse, Laquelle? un traité signé en 1972 entre le président algérien Boumedienne et le roi du Maroc Hassan II. Ah oui, quand même. Et ce traité, selon la source, règle la question définitivement. Il est signé, ratifié par les deux parlements et même déposé à l'ONU. Attendez une seconde. Si on a un traité de 1972 qui est censé tout régler définitivement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de remonter des siècles en arrière? C'est un peu paradoxal, non? C'est toute la question. Et c'est là que ça devient passionnant. La vidéo met le doigt sur cette tension. Entre le droit et le récit? Précisément. D'un côté, un accord légal qui devrait clore le débat. De l'autre, dans l'espace public, des revendications qui persistent. Et la source se positionne comment par rapport à ça? L'auteur est clair. Il ne s'agit pas d'un appel à la guerre, mais de rétablir ce qu'il appelle une vérité historique. D'accord, on est donc bien dans une bataille de narration? Complètement. Et pour construire sa narration, la vidéo va chercher son premier témoin. Et là, on fait un sacré bond en arrière. Ah oui, on part dans la Rome antique. C'est une stratégie narrative très très forte. Et le témoin, c'est Salluste. Pas n'importe qui, l'historien romain Salluste. Dans son ouvrage « La guerre de Jugurtha ». D'accord. Et le texte, il est d'une clarté assez surprenante. Il décrit un fleuve, le Moulouka, La Moulouya, bien sûr. évidemment. Et il le décrit comme la ligne de séparation entre deux royaumes. Lesquels? À l'est, la Numidie, le royaume de Jugurtha. Ça correspond au nord de l'Algérie actuelle. Et à l'ouest, la Maurétanie, le royaume de Bocchus, qui correspond au Maroc. Et la vidéo donne même une anecdote très précise tirée de ce texte, une sorte de preuve ultime. Oui, une citation presque. Le roi Bocchus qui aurait dit à un émissaire de Rome en parlant de Jugurtha « Combattez-le si vous voulez, mais moi je ne franchirai pas le fleuve Moulouya qui me sépare de son royaume. » C'est présenté comme un aveu, quoi. Le fleuve est une frontière inviolable et même les rois de l'époque le reconnaissent. Et ce qui est fascinant, c'est comment ce simple passage historique est transformé en symbole. C'est-à-dire? Dans ce récit, Jugurtha, c'est le héros national, le résistant face à Rome. Et Bocchus, Bocchus est celui qui va le trahir et le livrer. Le traître. Exactement. Donc la frontière physique du fleuve devient aussi une frontière morale. D'un côté le courage, de l'autre la trahise. C'est très puissant comme image. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre ça au pied de la lettre? Je vais dire, Salluste, il écrit pour un public romain. Il a un agenda, non? C'est une excellente question. Et c'est le réflexe de base de tout historien. Oui. Aucune source n'est neutre. Salluste voulait peut-être simplement dramatiser, rendre la victoire romaine plus belle en noircissant le personnage de Bocchus. Mais Du point de vue de la vidéo, l'intention exacte de Salluste importe peu. Ce qui compte, c'est que ce texte existe. C'est la pièce à conviction numéro 1, le point d'ancrage antique sur lequel tout le reste va se construire. d'accord, je vois. On a l'encre romaine. Mais après Rome, le monde change. Radicalement. Est-ce que cette frontière fluviale, elle survit à tous ces bouleversements? C'est la suite logique de la démonstration. On avance dans le temps, direction le Moyen-Âge, après les conquêtes islamiques. Le Maghreb. Le Maghreb, oui, que les géographes divisent en 3 parties. Le Maghreb Adna, la Tunisie, le Maghreb al-Awsat, l'Algérie, et le Maghreb al-Aïssa, le Maroc. Et la thèse, c'est que la frontière entre le centre et l'ouest. N'a pas bougé d'un iota. C'est toujours la Moulouya. Et l'épreuve, cette fois, on ne peut plus citer Salluste. Non, mais là, ils sortent l'artillerie lourde, un témoin de poids, Ibn Khaldoun.
Ah, quand même. Au XIVe siècle, il écrit noir sur blanc que le Maghreb al-Aqsa, donc le Maroc, s'arrête à l'est au Wadi Moulouya. C'est limpide. Et il n'y a que lui? Non. Et c'est là que c'est très habile. La vidéo cite un autre historien, bien plus tardif, et cette fois-ci marocain, Al-Nassiri. Et il dit quoi, Al-Nassiri? Dans son Histoire du Maroc, il confirme cette même définition. Attendez, donc là, c'est un historien perçu comme une référence au Maroc, C'est ça qui est fort. qui définit les limites de son propre pays sur ce fleuve. La stratégie est de rendre l'argument quasi incontestable. Précisément, on utilise des sources de l'autre camp, si vous voulez. Et cette logique se poursuit avec la période suivante, après l'éclatement du grand empire almohade. Qui était un empire commun à toute la région. Tout à fait. Mais à sa chute, le Maghreb se fracture. On a les Hafsides en Tunisie, les Marinides au Maroc, et au milieu, un peu pris en étau, Les Ianides, les Zianides basés à Tlemcen, en Algérie. pris en étau, mais avec une frontière ouest qui, d'après la vidéo, reste la même. C'est le cœur de l'argument. Le royaume zianide de Tlemcen est présenté comme l'entité pré-algérienne. Et sa limite, c'est systématiquement la Moulouya. Et ça, on le sait comment? Plusieurs textes sont cités, un historien des Zianides qui dit qu'un de leurs rois régnait de la Moulouya au Mont Zin, et plus tard des observateurs européens. Qui ça? Léon l'Africain, au début du XVIe siècle, puis l'Espagnol Marmol Carvajal. Les deux connaissaient la région comme leur poche. Et ils confirment, le royaume de Tlemcen s'arrête à l'ouest, sur la Moulouya. L'histoire qu'il raconte sur la ville d'Oujda est particulièrement intéressante. Ah oui, parce qu'on n'est plus seulement dans la géographie. Non, on est dans la politique, la fiscalité. Exactement. Léon l'Africain raconte qu'Oujda, qui est une grande ville marocaine aujourd'hui, a été détruite pendant les guerres entre Fès et Tlemcen. Et ensuite? Elle a été reconstruite par ses habitants. Et ses habitants, par loyauté envers le roi de Tlemcen, ont continué de lui payer l'impôt. Ah, ça c'est un détail très concret. C'est fait pour. On ne parle plus d'une ligne sur une carte, mais de l'allégeance politique et fiscale d'une population. Le message est clair. Oujda n'était pas juste dans la sphère d'influence de Tlemcen, elle en faisait administrativement partie. C'est l'idée. Et pour enfoncer le clou, il cite un historien algérien plus récent, Abdelrahman Al-Jilali. Pour dire quoi? Qu'en plus, l'influence des Zianides s'étendait même beaucoup plus au sud-ouest, jusqu'à la région de Sijil Massa, qui est aussi en territoire marocain actuel. Donc si je suis bien le fil, Rome, puis les grands historiens médiévaux, puis les chroniques des royaumes locaux, et enfin les observateurs européens. La toile est tissée pésard très serrée, oui. Pour arriver à quelle conclusion juste avant la période ottomane? La conclusion, c'est que l'Empire ottoman, en arrivant et en unifiant le Maghreb central pour créer la régence d'Alger, L'ancêtre de l'Algérie moderne? eh bien, il a simplement hérité de ses frontières zianides. Et donc, la frontière naturelle et historique de cette nouvelle entité algérienne, c'était la Moulouya. Et c'est là que la vidéo s'arrête? C'est ça qui est très malin. Elle s'arrête sur cette affirmation, un peu comme un cliffhanger historique. En posant des questions, j'imagine. Exactement. Elle laisse des questions en suspens. Alors, comment la frontière a-t-elle pu reculer vers l'Est? Existe-t-il un traité ottoman qui acte ce changement? Comment en est-on arrivé au tracé d'aujourd'hui? C'est une technique narrative très efficace. On vous construit un dossier qui semble en béton sur 1500 ans. Et on s'arrête juste avant la période qui a défini le présent. Ça laisse les gens avec une question en tête. Mais alors que s'est-il passé? C'est le but. Établir un droit historique très ancien et laisser entendre que le tracé actuel est une anomalie, une rupture, sans avoir à le prouver pour la période la plus récente et la plus complexe. Donc, pour résumer, ce qu'on vient de décortiquer, c'est une construction historique, méticuleuse. Très méticuleuse. Elle convoque des témoins de l'Antiquité, des géants intellectuels du Moyen-Âge, des chroniqueurs, pour marteler une seule idée. La vraie frontière, c'est la Moulouya. C'est une parfaite synthèse. Et ça nous amène à une question de fond qui dépasse largement ce qu'apprécie. Laquelle? Qu'est-ce qui définit une frontière aujourd'hui? Est-ce que c'est cette histoire très ancienne, cette mémoire des empires et des fleuves, comme le suggère ce récit? Ou bien, Ou bien est-ce que c'est le droit international, les traités signés entre États souverains, comme cet accord de 1972 qui, sur le papier, est définitif? cette source utilise le passé pour interroger, voire pour contester le présent. C'est exactement ça. Et la question qui reste ouverte, c'est de savoir si, dans le monde d'aujourd'hui, l'histoire est un argument, ou si elle devient un alibi.